Nous sommes le vendredi 10 novembre 2023. Ce soir, le théâtre-cinéma Jean Carmet accueille Florent Marchais qui vient chanter son nouvel album Garden Party. Pour cette occasion, la classe de seconde verte de Madame Clémence Crocombette, au lycée Saint-Thomas d'Aquin de Mornan, travaille depuis plusieurs semaines à une interview. Carole Driet nous ouvre gentiment les portes de son CDI pour cette rencontre. Ce projet est l'occasion pour les élèves de découvrir un artiste, son univers, son parcours. C'est parti. Waouh, j'ai l'impression d'être au tribunal. Ouais. Alors j'ai une question sur votre musique Freddie Mercury. Est-ce que c'est une autobiographie? Enfin, je sais pas comment on dit ça en musique, mais si c'est votre vie. Et la fin, j'ai pas bien compris en fait ce qui se passait et pourquoi il partait. Enfin, si c'est passé un meurtre ou si c'est la mère qui a voulu partir. Ok, donc 3 questions. Ouais, ça fait beaucoup. Non. Alors ça porte un nom, le fait de raconter une histoire vraie, d'être en dehors de ce qu'on appelle la fiction. La chanson, c'est souvent de la fiction. On raconte des histoires. D'ailleurs, moi, je me présente plus comme un raconteur qu'un chanteur. J'aime pas trop le mot chanteur. J'aime bien raconter des histoires. Très souvent, la fiction, on va la puiser dans des choses qui nous sont arrivées ou qui sont arrivées à des amis ou des voisins, que sais-je, et on en fait de la fiction. On détourne. Là, effectivement, sur Freddie Mercury, c'est de l'autofiction. C'est-à-dire que je raconte une histoire qui s'est réellement passée, une histoire qui m'est arrivée. Après, cette histoire, ça m'est arrivé quand j'étais en terminale. Ah oui. Et ce copain que je rencontre, il vient, comme je le raconte dans la chanson, du nord de la France. Ouais. Et sa mère est un peu spéciale, pour ne pas dire folle, cinglée. Et à un moment donné, elle repart, et vers le milieu de l'année scolaire. Et à l'époque, on n'a pas de portable, donc je n'aurai plus de nouvelles de ce garçon. Donc j'ai l'impression de perdre un ami précieux, et je n'ai aucun moyen elle raconte ça, la chanson, voilà, de le contacter. Ce que je ne dis pas, c'est que je vais le revoir par la suite. Mais longtemps après, 2 ans après. Voilà. Et sa mère est encore plus folle. Et ça, je ne peux même pas le mettre dans la chanson, parce que c'était trop. C'est aussi l'autofiction, quand on raconte une histoire vraie, ça reste quand même dans le domaine de comment dire, dans le domaine de la romanesque, c'est-à-dire que il y a on s'empêche certaines choses pour que ce soit réaliste, justement. Si je racontais dans cette chanson ce qui est réellement arrivé par la suite à sa mère, tout le monde me dirait que ça va trop loin et que c'est pas possible, que ça n'arrive pas dans la réalité. Parfois, il y a des choses qui sont trop réelles pour que ça puisse être raconté en histoire. Je ne sais pas si je suis très clair, mais j'ai dû m'empêcher à un moment donné de raconter toute l'histoire, parce que sinon on m'aurait dit mais c'est atroce ton truc. Donc l'histoire, elle est beaucoup plus sombre en réalité. C'est possible. Ah d'accord. Bah, merci beaucoup. J'ai répondu à... Non, je ne sais même pas si j'ai répondu à la question. Du coup, que se passait-il à la fin? À la fin, c'est simple, il part, j'ai pas le moyen de le contacter, et en gros, c'est comme pas un kidnapping, mais lui, il n'a pas son mot à dire, et la mère embarque toute la famille, il retourne dans le nord de la France. Donc je sais ce que je raconte dans la chanson, je vais sonner à sa porte, mais il n'y a même plus le nom sur la boîte aux lettres. Et c'est du jour au lendemain. D'accord. Bah, merci. Pourquoi ce style de musique, et pourquoi et depuis quand jouez-vous du piano? Alors, déjà j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans. J'étais très attiré par... j'aimais toucher des choses. C'était une horreur de m'emmener à une expo ou un musée quand j'étais môme, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Pour voir, j'avais besoin de toucher. J'ai dû être aveugle dans une vie antérieure. Et dès qu'il y avait un piano, même à l'âge de 3 ans, 4 ans, je me précipitais dessus. Et il n'y avait pas de piano à la maison. Et de manière un peu concomitante comme ça, moi je voulais un chien. Et mes parents ne voulaient pas, parce que c'était sale et tout. Donc, bref, ils n'avaient pas envie qu'on ait de chien. Et à la place, on a eu un piano qui est arrivé.
Et c'est devenu un peu mon animal de compagnie. Et voilà, donc j'ai toujours fait du piano, quasiment. Mes premiers souvenirs, c'est autour du piano. Et il n'a jamais été question pour moi de faire autre chose que de la musique. J'aimais beaucoup lire, écouter des histoires. Et je m'étais dit que j'aimais beaucoup le cinéma aussi. Je m'étais dit qu'en fait, la solution, ce serait peut-être d'écrire des chansons. Parce que c'était à la fois raconter des histoires et faire de la musique. Et je voyais plus dans la chanson la musique comme étant la bande originale du film que je me raconte, du petit scénario. D'ailleurs, je conçois toujours mes chansons comme des sortes de scénarios, de petits films. C'était ça la question? Je sais Et plus. aussi, pourquoi ce style de musique? Oh, il y a plein de styles. J'ai commencé par la musique classique. Après, j'ai fait du jazz, j'écoutais de la pop, du rock, du rap, enfin plein de trucs en fait différents qui ont construit mon identité. Mais on peut comparer avec, je sais pas, moi, la gastronomie ou la nourriture. On mange plein de trucs différents. On n'est pas peut-être, ça dépend. Je connais des gens de votre âge qui ne mangent que des pizzas, par exemple. Mais on peut diversifier. Moi, j'aime diversifier, en fait. J'ai jamais été arc-bouté sur un seul style de musique. J'ai toujours écouté plein de trucs différents. Après, quand j'écris pour le cinéma, quand je fais des musiques de films, je passe par des styles qui sont parfois très différents, mais me concernant, moi, vous voyez, j'ai une toute petite voix, je suis pas un grand chanteur, donc il faut des musiques qui soient un peu minimalistes, un peu calmes, ça correspond mieux à ma voix aussi. Je compose pour le chanteur que je suis, et on peut pas demander à un violoncelle d'être un violon et à un pommier de faire autre chose que des pommes. Donc du coup, moi je me retrouve confronté à adapter ma musique pour ma voix. Ok. Pas toujours de gaieté de cœur. Héloïse, du coup, est-ce que vous préférez écrire pour vous ou pour les autres? Et du coup, c'est quoi votre priorité? Ah c'est écrire pour moi. Ok. J'arrive pas à écrire pour les autres. On m'a proposé, il y a plein de chanteurs et de chanteuses qui m'ont demandé de faire des textes, et j'y arrive pas. Ok. Je l'ai fait de temps en temps, mais c'est peut-être pas bien de dire ça comme ça, mais c'est pas mes meilleurs textes. Et c'est quelque chose de trop intime pour moi. Je peux composer pour d'autres, mais écrire, j'ai besoin de raconter mon histoire. J'écris pour une raison bien particulière, c'est que j'avais beaucoup de mal, j'ai encore du mal aujourd'hui, mais à produire facilement de la pensée, à raconter une histoire comme ça à l'oral. J'ai besoin de passer du temps, de revenir régulièrement sur ma copie. Ok. Donc, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, en expression écrite à l'école, en français, j'imagine que vous avez des dissertations, c'est normal qu'il y ait un temps qui soit imparti, mais j'ai jamais compris parce qu'on a chacun un rythme différent. Moi, je suis très très lent, par exemple. Et pardon, hein, j'obtiens de meilleurs résultats si on me laisse beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Maurice et je vous demandais pourquoi vous avez un style de musique plutôt mélancolique, de ce que j'ai vu dans vos musiques. Ouais. Alors, c'est un peu comme demander pourquoi on a les yeux bleus. C'est vrai. Mais c'est difficile de répondre. On peut un peu plus répondre quand même sur ta question. En fait, très tôt, j'ai pris conscience de la fragilité de la vie, pour plein de raisons. J'ai eu un nombre de suicides autour de moi qui a été assez impressionnant. Des suicides d'ados, de gens de mon âge. Et à l'âge de 18 ans, j'avais perdu au moins 5-6 personnes comme ça. Donc j'ai pris conscience de cette fragilité de la vie et que la vie, quand on essaye de nous dire que la vie, c'est... comme on dit, il y a une sorte de paradis obligatoire où on devrait toujours être heureux. C'est pas vrai, c'est un métier de tous les jours, être heureux. Ça se fait pas facilement. Et que la vie, c'est des grandes joies et des grands malheurs tout le temps. Et c'est ce qu'on appelle les pleins et les déliés. Et c'est ça qui rend mélancolique. C'est-à-dire que pour moi, la mélancolie, elle n'est pas forcément triste, mais c'est un état de la vie et la conscience qu'on va vieillir, qu'on va mourir. Enfin, c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose qui va arriver, de toute façon. Tu vas mourir. C'est pas... Ah oui, non, je sais. Oui, hein. non, mais, on n'est pas immortel. Je te souhaite le plus tard possible, mais et puis un jour, tu vas commencer à vieillir, tu vas avoir mal à ton dos, mal à ta tête, mal à tes dents, tu auras du mal à marcher. Les gens feront moins attention à toi.
C'est la vie. Mais tu trouveras malgré tout de la joie là-dedans aussi. Tu t'en seras capable, je te le souhaite, et je te souhaite d'avoir plus de joie que de malheur. Mais la vie, elle arrive aussi avec son lot de malheur. Et je trouve que la mélancolie, c'est une belle expression de ça, de ce qu'est la vie. C'est pas se raconter des histoires que la vie doit être joyeuse. Moi, souvent, les gens me disent... Enfin, souvent, non, pas trop souvent, heureusement, mais on me refait le reproche que mes chansons sont tristes. Je pense que quand on me dit que mes chansons sont tristes, c'est que la personne, au fond d'elle-même, se sent triste. C'est un peu comme... Tu feras attention à ça quand les gens viennent te dire « Oh, t'as l'air fatigué » ou « T'as mauvaise mine ». Les gens, ils parlent d'eux, ils parlent pas de toi. Après, si t'as pas beaucoup dormi... Tu trouves que j'ai mauvaise mine, c'est ça? Non, mais si on n'a pas beaucoup dormi... Oui, ouais, non, ce que je veux dire par là, c'est que je fais pas de généralité, mais que très souvent, on peut être heureux en écoutant des chansons tristes. Voilà. Et puis moi, j'ai énormément écouté Chopin quand j'étais... moi, c'est un compositeur que j'adorais. J'ai adoré ça me parlait, en fait. J'ai pas besoin de faire le tour de la table avec des serviettes pour être heureux. Ça, c'est sûr. Je suis moins attaché au divertissement. J'ai pas envie qu'on me divertisse. J'ai pas envie qu'on me fasse oublier la réalité. J'ai pas envie qu'on me fasse oublier la vie, en fait. J'ai pas besoin de ça. Et voilà, je sais pas si... C'est un peu dur ce que je raconte là, non? Non, ça... mais voilà, donc toi, tu aimes la mélancolie ou pas du tout? Non, alors, c'est juste, j'ai remarqué, je sais pas, dans vos musiques, c'est un peu triste. Voilà. Très bien. Je voulais vous demander si ça a été une vocation pour vous de faire ce que vous faites aujourd'hui, ou alors si vous êtes passé par plein d'idées avant de faire ce que vous faites. Alors, comme je disais, moi je suis vraiment né sur des rails. J'ai toujours voulu écrire des musiques, écrire des histoires. Après, les moments de doute, je les ai encore, mais je suis une machine à doute. Plein de fois, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est bien? Je mets beaucoup de temps, je mets beaucoup de temps à terminer mes chansons parce que je passe par des phases très douloureuses où vraiment je me dis j'ai l'impression d'être en dessous de médiocre. Je me trouve vraiment... Et puis en retravaillant beaucoup, je m'aperçois que la chanson commence à tenir debout et que c'est pas trop mal. Mais j'ai sorti mon premier album très tardivement et j'ai commencé à écrire des chansons très tôt. Là, j'ai commencé à écrire mes premières chansons à 12 ans et j'ai sorti mon premier album à 28 ans. Et j'ai fait mon premier concert à 16 ans. Donc il y a eu tout ce chemin. Heureusement, j'ai eu des gens autour de moi, mes parents, mon père qui m'avait dit il faut prendre son temps. Parce qu'un premier album, si tu sors un premier album et que plus tard tu le trouves nul, tu le verras vraiment comme une sorte de cicatrice, quoi. Un truc. Et donc je voulais être prêt. Et les premières chansons, elles étaient vraiment très très mauvaises. Et en plus, on s'en rend pas compte tout de suite. Mais je me suis rapidement quand même rendu compte qu'une chanson, quand on termine une chanson, on est assez fier, on est content, et puis on la trouve vachement bien, c'est normal, c'est un peu comme son enfant. Puis on se rend compte au bout de 1 mois, 2 mois, que la chanson elle est quand même pas terrible. Et puis au bout d'un an, on se dit comment j'ai pu aimer cette chanson. Mais c'est normal, c'est un processus qui est normal. Et donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps à douter, à me remettre en question, à me demander si... Moi, j'aimais pas chanter, j'aimais pas ma voix, donc je partais déjà avec un handicap. Mais je voulais porter les chansons. Au départ, j'ai essayé de donner les chansons à des chanteurs, et j'ai démarché ce qu'on appelle des éditeurs, qui prennent vos chansons, puis qui les passent à des chanteurs. Et moi, je voulais pas forcément chanter, je voulais plus chanter en tout cas. Et il se trouve que l'éditrice qui m'a signé a envoyé mes maquettes à des journalistes influents de l'époque, qui étaient journalistes des Inrecuptibles notamment, et de France Inter. Et eux ont adoré, en ont parlé, et en ont parlé aux maisons de disques. Et j'ai eu des propositions. Donc je suis devenu un chanteur, pas complètement par accident, mais un peu. En tout cas, au moment où ça s'est passé, ce premier album, j'avais décidé que je ne serais pas chanteur parce que je me sentais pas bon. Okay. Et pendant très longtemps, je me sentais nul sur scène aussi. Donc c'est compliqué. Mais après, c'est un moteur. Moi, je revendique ça. Le fait d'avoir des complexes, le fait de se sentir nul, si c'est un moteur pour travailler, c'est vachement bien. En tout cas, j'ai actionné la machine à botter le cul, parce que je me disais, il faut que mes chansons elles soient mieux que ça. Et il n'y a pas 36 solutions, il faut écrire tout le temps.
Et puis se remettre beaucoup en question. L'autosatisfaction. Bonjour, moi c'est Bonjour. Lucas. Salut. Je voulais savoir Production préférée. Ce que tu entends par production, c'est votre musique. Je sais pas, c'est un ensemble en fait. Je crois que je suis. Pardon. Ça change régulièrement. Je trouve que j'ai l'impression de raconter un tout. J'ai l'impression de raconter une histoire entière. Pour moi, cet album, ça se passe dans mon quartier, là où je vivais à l'époque, un quartier pavillonnaire. Et la genèse de cet album, c'est vraiment ça. Récemment, j'ai eu un chien, qui est un petit chien qui est très moche et qui est chouette. Et le chien, il faut le sortir et faire le tour des pâtés de maison. Et donc, je l'ai beaucoup fait. Et je sais pas si t'as un chien, non? Oui. Bon, tu vas au rythme du chien. C'est pas toi qui imposes un rythme. Enfin, moi, je suis peut-être un mauvais maître en même temps. Je lui impose pas de rythme, il est assez libre. Et donc, il renifle tout le temps parce que lui, c'est ses SMS à lui. Hein, ses correspondances, c'est les odeurs dans la rue. Et il s'arrête régulièrement. Et du coup, j'ai commencé à regarder les maisons de mon quartier différemment. Parce que d'habitude, je les regarde pas, je trace comme ça. Puis voilà, nos vies un peu absurdes où on regarde plus rien. Et puis là, j'ai commencé à regarder les jardins, les maisons. Je me suis aperçu que c'est une façon de se présenter au monde, de décorer sa maison ou de pas la décorer d'ailleurs, ou de bien entretenir ou pas son jardin. C'est un peu comme quand on se présente avec les habits. Qu'est-ce qu'on veut dire de soi? Et du coup, j'ai relié à chaque maison des histoires qui m'étaient arrivées, dont j'avais entendu parler ou qui étaient arrivées à des proches. Et j'ai associé à chaque maison une histoire. Et j'ai commencé à raconter comme une histoire de quartier, en fait. Donc pour moi, c'est un ensemble, c'est une sorte de grande BO de film, de mon film qui s'appelle Garden Party, parce que c'était ironique de dire Garden Party, alors que c'est un peu l'envers du décor. C'est-à-dire que quand je vois dans ce quartier résidentiel toutes ces maisons tellement bien peignées, tellement bien entretenues, où les gens veulent montrer qu'ils sont très sérieux, mais au fond, on ne sait pas ce qui se passe dans ces maisons. Et parfois, moi, j'ai su ce qui se passait dans ces maisons. Et par exemple, les violences conjugales, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Et parfois, c'est des gens qui sont très polis, très gentils, qui ont des maisons bien rangées. Et c'est un peu ça que je voulais expliquer dans cet album. Donc, il n'y a pas un morceau particulier, ça dépend des humeurs. Si, j'étais quand même content d'avoir écrit de justesse, parce que je voulais exprimer quelque chose de mon sentiment quand on a des enfants. Si un jour tu en as, tu verras, c'est quelque chose d'atroce. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des êtres qui sont là avec toi et qui étaient là pour eux. T'es plus là juste pour toi. T'es là aussi pour eux. Et il y a cette peur de perdre ses enfants qui est tenace, qui est présente. L'idée, elle est présente tout le temps, en fait. C'est pas évident. Pensez à vos parents. C'est pas évident de vivre avec ça, en fait. Et je voulais je voulais écrire une chanson qui raconte ça, qui raconte que quand on a la chance d'avoir des enfants qui sont en bonne santé, c'est banal ce que je raconte là, mais qui sont vivants, c'est une chance incroyable. Ok, merci. Donc, faut penser à ça parfois. En fait, je pense que si on est parfois contrarié ou en colère, il faut penser que la situation pourrait être pire et qu'on pourrait perdre des choses beaucoup plus précieuses qu'on ne le pense. On n'en a pas toujours conscience, voilà. Et moi, je pense beaucoup et c'est pas glauque, tu vois, par exemple, je pense beaucoup à la mort de mes proches. C'est une façon de profiter d'eux, de les choyer. Donc moi, je voulais vous demander où est-ce que vous trouviez l'inspiration pour vos musiques. Est-ce que ça venait, comme vous avez dit pour Freddie Mercury, d'autofiction, ou c'était des livres, des films, des histoires Tu parles de l'histoire ou de la musique? Des textes que vous écrivez. Les textes. Ok. Alors les textes, je pars de quelque chose qui m'anime, que j'essaye de comprendre. L'histoire, par exemple. La vie dans les dents, une chanson sur un père qui ne parle plus à son enfant. Voilà, c'est une histoire que j'ai connue, que j'ai observée chez quelqu'un que je connaissais qui parlait plus à son fils. Il s'était brouillé. Je trouvais ça terrible, en fait, parce que c'est une perte de temps. Et que je pense que c'est aux parents de tendre la main à l'enfant, et jamais à l'inverse. Donc j'ai voulu écrire une chanson là-dessus. C'est aussi des messages que je passe parfois à des amis. Et puis dans les sujets de chansons, il y a des choses comme Freddie Mercury. Après c'est pas des réflexions.
comment dire, la création, c'est pas un travail intellectuel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous attrape. Moi, le moment où j'écris Freddie Mercury, je suis dans ma pièce de musique où je compose, et c'est le soir, je me prends un verre de vin, je prends une feuille de papier où je veux commencer à noter comme des notes, en fait, puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je me rappelle de ce copain. Et j'ai envie juste de le noter comme un croquis, juste pour moi, comme ça, en me disant peut-être, je sais pas ce que je vais en faire, j'en ferai peut-être une nouvelle un jour, ou un début de roman. Bon, puis je commence à noter ça, et puis 1h30 après, j'y suis encore. Et je me suis pas rendu compte. Et puis je fais tout le texte. Et puis pour vérifier si le texte, s'il y a du souffle, s'il coule bien, s'il est suffisamment ajouré, je me mets au piano. Et puis il y a cette musique-là qui arrive, mais qui était juste un truc d'accompagnement pour que je vérifie si le texte, je fais ça souvent. Et du coup, ça donne la chanson. Mais le travail intellectuel, parce que j'aime pas le mot travail en fait, mais en tout cas, il intervient après. Une fois qu'on a terminé le texte, c'est là que le travail commence. Okay. Parce qu'au départ, faut pas réfléchir, on écrit. Et puis après, il faut enlever ce qui ne va pas. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Est-ce que vous écoutez des artistes qui ont un peu le même style de musique que vous ? Probablement. J'écoute beaucoup de choses. Donc après, je sais pas s'ils ont le même style, ça dépend. C'est beaucoup la voix après, mais moi j'aime beaucoup Idi de Pretto, par exemple. Je sais pas si tu connais. Pardon ? Non, je connais pas. Non, c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Pomme ou des gens, voilà. Mais après, j'écoute des choses très très différentes. J'écoute beaucoup de musique aussi avec mon fils, qui me fait écouter aussi beaucoup de rap. Et donc il n'y a pas vraiment de style, il y a plutôt un moment de la journée. Le matin, moi j'ai besoin de choses très très calmes. J'ai jamais pu me réveiller avec une musique survitaminée. Ça, je peux pas, ça m'agresse, ça me donne envie d'aller me recoucher tout de suite. Donc moi j'ai besoin le matin de prendre, vous l'avez vu, j'arrive déjà pas super en forme, j'ai vraiment besoin de beaucoup de temps pour affronter le monde. Parce qu'on est quand même en représentation tout le temps, vous vous en rendez compte. Vous faites de la scène. Et c'est la vie, la scène en fait. Quand on se présente à l'autre, quand on arrive dans une salle de classe, la position la plus délicate, la plus compliquée, c'est prof. Bien plus qu'être artiste sur une scène. Parce qu'en fait, nous sur une scène, on est habillés. C'est-à-dire qu'on est habillé par les projecteurs, on est habillé par une mise en scène, on est habillé par du son. Le public, il est dans le noir. Mais être comme ça devant vous et parler à vous, ça demande une énergie de dingue. Je sais pas pourquoi je raccroche ça, mais je sais plus quelle était la question d'ailleurs. Est-ce que vous écoutez les mêmes artistes, enfin les artistes qui ont le même style que vous ? Pourquoi on en est venu à ça ? C'est fou ça. Non, mais je parlais d'être en représentation, se sentir vivant. Je crois que voilà, on parlait des moments de la journée, donc en fonction des moments de la journée. Et donc j'écoute des styles très très différents. Mais en revanche, je ne mets jamais de la musique comme support décoratif. C'est-à-dire que je la mets pas pour faire autre chose en bruit de fond. Je peux pas. Je sais que beaucoup de gens le font, puis on est dans une société où la musique elle est omniprésente partout. Et moi ça m'agresse. Je rentre dans un magasin pour acheter par exemple des fringues et il y a de la musique, je sors tout de suite. J'ai pas envie. Le restaurant c'est terrible. S'il y a de la musique, je pars. Donc j'ai besoin j'ai toujours eu ce rapport-là, un peu. J'essaye de ne pas être trop tyrannique avec mes amis, mais moi j'aime bien écouter de la musique en me concentrant, sans parler. Donc c'est compliqué de trouver des partenaires pour écouter de la musique. Parce que les gens aiment bien, on met la musique moins fort, et puis on discute, mais ça j'y arrive pas. Mais tous les styles de musique me vont. Il n'y a pas. Je peux vraiment chercher. Il n'y a pas un style de musique où je me dis oh là là, c'est pas possible. Bonjour, je m'appelle Camille. Ça revient un peu sur la question de Mathilde, mais est-ce que ça vous arrive parfois d'écouter vos propres musiques ? Non. Ah non. Parce que je fais ce qu'on appelle vraiment une indigestion. T'as déjà fait des indigestions ? Tu manges trop d'un truc ? Oui. Vraiment, voilà. En fait, quand on travaille sur une chanson, on va l'écouter, je n'ai pas fait le calcul, mais au moins 600 fois.
C'est-à-dire que, d'abord, le texte, moi je retravaille énormément un texte. Donc je passe déjà, parfois il m'arrive de passer un mois sur un texte. Tous les jours, je reviens dessus. Pas 12 heures dans la journée, mais je reviens dessus. Et après, il y a le travail des arrangements, le jouer plein de fois. Donc ça prend un temps de dingue. Et après, on fait le mixage. Le mixage d'un morceau, on va passer 2 jours parfois. 2 jours à raison de 12 heures par jour. On l'écoute tous les jours, pendant 12 heures. Ce qui fait que quand le disque sort, les morceaux n'en peuvent plus. On ne veut plus les écouter. Et puis ça m'intéresse pas plus que ça en fait. La chanson elle est terminée. Ce qui m'intéresse c'est de les porter sur scène après. Mais non, ça va, je les connais les morceaux. Sur la pochette de votre album, on a remarqué des personnes, autres que vous. Et je me demandais si c'était des personnes de votre famille ou vous les connaissiez pas du tout. Ah si, je les connais, c'est ma famille. Ah bah voilà. Ça a été compliqué au dernier moment, mon fils a failli refuser. Il n'est pas en vie. C'est un peu la honte, quoi. Surtout parce qu'il savait après qu'il y aurait les affiches et ça n'a pas loupé dans le métro. Un peu partout. Donc c'est pas évident parce que vous avez un rapport à votre image qui est plus... C'est normal, hein, qui est peut-être plus fort que quand après on est adulte. En tout cas, je dis pas que vous êtes narcissique, mais peut-être un peu plus en même temps. Mais en tout cas, vous avez un rapport à l'image. Comme vous changez beaucoup, quand vous revoyez une photo d'il y a 2 ans, vous supportez pas cette photo. Un jour, vous verrez que c'est très agréable de revoir des photos quand on est jeune. Mais pour le moment, en fait, j'avais cette tête-là il y a 2 ans, c'est horrible. Donc c'est le problème. Moi, j'avais déjà fait une photo pour un album où je faisais une sorte d'album de Noël. Et j'avais pris mon fils dans les bras, qui avait peut-être 4 ans à l'époque. Mais il m'a maudit après. Parce que c'était la honte d'avoir tout d'un coup sa tête quand il était petit sur une pochette. Mais ça s'est fait quand même, j'étais content. Et celui qui s'est le mieux comporté pendant la séance photo, c'est le chien. Ça, je dois dire qu'il a été extraordinaire. Et même la photographe m'a dit, mais c'est fou, il faut qu'il fasse de la pub. Et il obéit hyper bien et tout. Je n'étais pas fier ce jour-là. Rebonjour. Rebonjour. Du coup, on se connaît. Ah oui. Je voulais vous demander, est-ce que vous arrivez à en vivre de votre musique ou vous faites autre chose à côté? Ah, c'est une bonne question. Oui, parce qu'elle revient souvent. J'ai la chance d'en vivre, et d'en vivre bien. Ce métier, il s'est précarisé et il est devenu compliqué. Faut savoir que par rapport à il y a 20 ou même 30 ans, un musicien gagne 10 fois moins. C'est même une réelle catastrophe. Donc ça va pas aller en s'arrangeant. Mais j'ai eu cette chance, qui est pas complètement une chance, c'est-à-dire que j'ai un peu provoqué aussi. Moi, très tôt, je me suis dit que je voulais pas être que chanteur. J'aimais faire d'autres choses. Donc comme j'ai commencé à faire des musiques de films, j'ai travaillé pour le théâtre, j'ai écrit des livres, que ce soit romans pour adultes ou pour enfants. J'ai fait de la réalisation aussi dans les studios pour d'autres chanteurs. Ce qui fait que je fais tout le temps plein de choses différentes et j'ai réussi à en vivre comme ça. Je pense que si on veut devenir chanteur, on a intérêt à savoir faire d'autres choses à côté. C'est important. Mais moi, c'était vraiment, ça s'est fait, c'est pas été un calcul de ma part. C'est juste que j'avais la sensation que j'allais m'ennuyer si je faisais que chanteur. Donc voilà, donc j'en vis et tous les jours, je me dis que j'ai beaucoup de chance de me lever et faire un métier de passion, un métier où on se réalise, où on est à son endroit. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir un métier où on est moins bien payé, mais ça a du sens, on sait ce qu'on fait, qu'un métier où on s'emmerde. Malheureusement, les métiers où on gagne beaucoup aujourd'hui, c'est des métiers qui ont peu de sens. Il y a beaucoup de métiers qui n'ont pas de sens, notamment des métiers autour de la finance. Pas beaucoup de sens, à part faire de l'argent. La finalité, c'est de faire de l'argent.
Enfin, moi, je trouve que ça n'a pas un vrai sens. Oh, c'est la société d'aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors bonjour, je m'appelle Théo. Est-ce que vous avez ressenti ou remarqué que quand vous avez commencé à prendre la lumière, on va dire, il y avait des gens qui sont venus pour enterrer, ou ça n'a pas changé votre entourage? Si, ça change un peu l'entourage sur le premier album, mais des amis. Il y a des amis qui ont l'impression qu'on leur vole un peu leur ami. Il y a ce côté un peu, je l'ai ressenti ça. Mais globalement, comme je suis pas une star, tout va bien. J'ai le meilleur côté. En revanche, pour connaître parfois quelques stars, c'est plus difficile la relation à l'autre. Parce que tout d'un coup, on a des doutes sur la sincérité, effectivement, des personnes. Mais globalement, j'ai une chance aussi là-dessus incroyable. Les gens qui écoutent ma musique, il se trouve que je m'entends bien avec eux, avec ces gens. Voilà. Donc ça, c'est aussi une chance. Je me dis pas parfois, oh là là, telle personne adore ma musique, mais je comprends même pas. Ça pourrait arriver, mais non. Okay. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la... Rebonjour, je m'appelle encore Lucas. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ou un lieu préféré pour composer quelque chose? Oui, quand même. Après, moi, je suis forcé d'écrire partout. J'ai appris, parce que sinon, ce que j'appelle voler du temps, parce que j'en manque. Donc, il a bien fallu apprendre. Si j'attends d'être dans un endroit au calme, à la campagne ou à la montagne pour écrire, je ne vais pas écrire souvent. Donc, j'aime bien les endroits où je ne vais pas être interrompu. J'adore, par exemple, dans le camion, là, on fait la tournée, j'écris constamment. Heureusement, j'ai pas le mal de mer ni rien et je peux écrire n'importe où. J'ai appris. Quand on a 6 heures de camion, j'écris pendant 6 heures. Et je suis bien où je bouquine. Mais je dois avouer que j'aime bien écrire dans des endroits qui sont petits. Une grande pièce va m'intimider. Je me vois pas du tout écrire ici, par exemple. Il faudrait vraiment... J'adore les chambres. J'ai même arrivé d'écrire dans des placards. J'adore ça. Mais d'avoir la possibilité de sortir et de voir l'horizon très très loin, ça c'est important aussi, pour les pauses. Mais sinon, j'ai besoin d'une sorte de cocon pour écrire. Ça, donc quand je dis le placard, je l'ai réellement fait. Je m'étais aménagé un placard dans lequel j'écrivais. Ok. Plaisir. Alors bonjour, Carole, professeure documentaliste. Donc je précise parce que ça va donner du sens à ma question. Si vous deviez conseiller un livre aujourd'hui aux élèves qui sont là, quelque chose qui vous a vraiment bouleversé, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller ? Alors c'est toujours difficile de conseiller des livres parce que je pourrais conseiller évidemment à la place du cœur de mon ami Arnaud Catherine qui est à la collection R, notamment pour les ados, ouais. qui est plutôt bien. Je pourrais vous conseiller La chaleur de Victor Gestin. D'accord. Qui est un livre, le seul livre. Mon fils a beaucoup de mal avec la lecture. Peut-être par réaction, il me voit tout le temps avec des bouquins, donc il doit y avoir, je sais pas, mais il a vraiment du mal. Il a l'impression que tous les livres lui tombent des mains. Et un jour, je lui ai passé La chaleur, mais je l'ai passé à d'autres ados depuis. Et il l'a relu plusieurs fois. Ça l'a vraiment marqué. Donc je pense que c'est un livre en fait ça commence par une scène très très gaie. Je peux directement dévoiler. C'est une pendaison. Donc d'un ado. C'est quoi ? Une pendaison. Une pendaison. Et ce livre, c'est... Est-ce que je peux... Oui, si, je pense qu'il est présenté comme ça. C'est la première page, donc de toute façon, je ne vais pas dévoiler. Mais c'est un autre ado qui voit un jeune de son âge qui se pend un peu accidentellement, on va dire, et il va rester statufié. Il va pas aller le sauver, il va rien faire. Il va le voir mourir. Ok, merci. Et il porte toute la culpabilité après
qu'est-ce qu'on fait ? Et ça se passe dans un camping. Intéressant, pendant les vacances. Il fait beau, il y a la plage. Et c'est prodigieux, hein, parce qu'on est vraiment dedans, on est avec... on porte la culpabilité de ce garçon pendant tout le roman. Je vous le conseille. Mais la chaleur, il faut commencer par la chaleur. Alors, vous avez dit que vous avez fait du piano à 5 ans et que vous avez commencé à faire de la musique à 12 ans. Mais c'est quoi qui vous a poussé à faire de la musique ? Les disques. Enfin, les disques, ça ne veut rien vous dire, les disques. C'est les morceaux de la musique, en fait, j'en écoutais beaucoup. J'ai d'abord écouté beaucoup de classiques, parce que c'était mon endroit, dans le sens où quand on est enfant ou ado, on a besoin de peut-être se différencier, j'allais dire, des parents, mais en tout cas de trouver un territoire à soi. Et mes parents avaient acheté, je crois que c'était Hachette, qui devait faire un type qui devait faire du porte-à-porte, qui leur avait vendu toute l'histoire de la musique classique. Donc il y avait je sais pas combien d'albums dedans, et avec l'histoire des compositeurs. Et par ennui aussi, parce qu'à l'époque, moi j'avais pas la télé, on regardait pas la télé, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone. Enfin, c'est un monde qui vous paraît complètement dingue, mais il a existé. Et moi, du coup, par ennui, je me suis mis à écouter de la musique, beaucoup, et puis à lire. Mais sinon, j'aurais peut-être pas du tout fait ça. Hein. J'aurais fait des jeux vidéo, j'en sais rien. Mais il se trouve que comme j'avais que ça à faire, j'ai fait... Ah ouais. Très chouette. Merci à vous. Merci à l'établissement Saint-Thomas d'Aquin de nous avoir ouvert les portes du lycée. Et merci à Clémence Crocombette et à toute sa classe. Merci à Carole Drier, documentaliste, pour leur accueil chaleureux. Merci à Maxime Rigaud-Boyer et à Arthur Camélio de chez W-Live. Et un grand merci à Florent Marchais de s'être prêté au jeu de l'interview avec autant de franchise et de spontanéité. Merci à Thomas Mascaro pour la prise de son et le montage. Création et coordination du projet par le Théâtre Cinéma Jean Carmet.